Et ça commence dans 2 minutes. La terre est plate. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre dans ces émissions. Ça commence dans 1 minute 40. La terre est plate, pas à pas. Ça commence dans 1 minute. Dans 33 secondes. J'ai le micro. J'ai ajusté le volume. La bienvenue. Salutations, c'est ce que j'ai à dire. Premier démarrage de l'émission. Concept de l'émission, on a 10 photos. 5 photos. On partage en deux avec une pause au milieu. Chacune de ces photos, elle sera détaillée. On devra décrire l'image. On devra donner la problématique. Qu'est-ce qu'on est sûr et qu'est-ce qu'on n'est pas sûr dans chacune de ces photos. Tout ça en 5 minutes. C'est le concept de l'émission d'aujourd'hui. C'est bon. On va pouvoir commencer. Avec la première image. C'est une terre plate. La terre plate, c'est la vision la plus commune, la carte la plus admise, la EIMAP, avec à l'intérieur ici, les proportions elles sont quand même assez bien gardées. On peut voir que l'Afrique, ça correspond à peu près à la Russie. Ici, ça fait dans les 7000 km. Les proportions sont assez gardées. L'Amérique est toujours gigantesque en général. Ici, elle est de moyenne taille. Ça a l'air, les tailles ont vraiment l'air claires comme ça. Ici, l'Australie, le tour du monde. Donc ici, il n'y a pas de représentation de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le tour du monde. Et à certains endroits, il y a comme des enclaves. Ici et là. Donc ici, à Ushuaia, tout au sud de l'Amérique du Sud. Là, on est quand même assez proche des premières berges de l'Antarctique. C'est la carte la plus admise, la carte qui a été utilisée pour le drapeau de l'ONU.
c'est une carte où le pôle nord, il n'y a aucune représentation. D'habitude, quand on regarde les anciennes cartes, il y a toujours le mont Meru qui est au pôle nord, ça serait une grande montagne. D'un point de vue religieux, on est d'accord avec ce concept de montagne. Ce serait la montagne du Kaf qui fait le pourtour du monde, mais par ses ramifications, comme je l'ai compris, il est aussi présent au pôle Nord. Donc une montagne validée par la religion et validée par les anciennes cartes. Ensuite, donc s'il n'y a pas d'Antarctique, on ne peut pas aller en dessous du 60e parallèle. Il faut commencer à avoir des autorisations spéciales pour pouvoir se déplacer sur le pourtour du monde. On ne peut pas y aller comme on en a envie. Encore, ce qui est intéressant, c'est que ici, on va avoir un concept tout autour du monde de banquise, mais quand on regarde les anciennes cartes, il semblerait que cette partie-là était plutôt en chaleur plutôt qu'avec de la glace. Ça, c'est pour la problématique de l'image, c'est qu'on n'est pas exactement sûr à 100%. Chacun a plus ou moins sa version, sa carte. Disons, ça, c'est une carte qui rallie, hein, généralement admise. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il y a de la terre et il y a de l'eau. C'est plat, ça, c'est clair. Les formes des continents doivent plus ou moins être correctes. Ce qu'on n'est pas sûr, c'est la réalité exacte des distances. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres terres qui nous sont cachées? Et bien entendu, l'Aqaba au centre du monde. Mais sans pour autant que ça soit le centre de l'orbite des deux astres, le Soleil et la Lune. Je suis en accord avec des astres qui tournent autour d'un point central qui serait une sorte de vortex trou noir avec à son entrée une montagne pour protéger, quoi, comme une entrée. Ça, c'est la carte EIMAP. C'est la carte de la Terre plate la plus communément admise. Ok. Prochaine image. C'est simplement un plan d'eau. Un plan d'eau dont on voit qu'il est droit à l'horizon. L'horizon, c'est l'endroit où se rencontrent le ciel et la terre. Ici, c'est bien de prendre une étendue d'eau parce que l'eau, ça trouve son niveau et donc l'eau est plate. Donc c'est bien d'aller prendre des mesures pour voir des distances. Ça va faciliter avec un territoire complètement plat comme l'étendue d'eau. Rencontre du ciel et de l'eau, ça nous donne la ligne d'horizon. La ligne d'horizon où là, on va pas pouvoir arriver à voir plus loin qu'une certaine distance. Si l'on veut pouvoir de nouveau voir correctement des objets situés vraiment au loin, il va falloir utiliser des objectifs, des zooms. Aujourd'hui, à notre époque, les zooms ils sont bel et bien assez performants parce que la courbure à 10 km, elle va être d'au moins 2-3 mètres. Donc la courbure, si elle existerait, elle serait assez grande, mais avec les zooms, on peut dépasser cette distance et on continue à voir les objets.
On peut voir qu'ici, si on prend la gauche de l'image et jusqu'à la droite de l'image, il y a quand même une belle distance. Si on est sur un globe, ça serait de tous les côtés, à droite, à gauche ou devant, derrière, qu'on pourrait assister à à la courbure. Donc il y aurait une courbure sur la droite et la gauche, comme il y aurait une courbure sur le haut et le bas. Et ça, c'est quand même une grande distance. On voit qu'il n'y a rien de courbure. On nous dit que la Terre est trop grande car on ne peut pas voir la courbure. Mais ce qu'il nous raconte aussi, c'est que quand un bateau il s'éloigne pour aller à l'horizon, tout d'un coup, il va disparaître par le bas, de bas en haut, en s'éloignant. Nous, on attribue ces effets de perspective à ces effets de disparition. D'ailleurs, là, on voit même les bateaux là, avec le zoom. Ces effets de disparition, on les explique avec la perspective, alors que les globistes vont l'expliquer avec une courbure. Mais si on regarde bien les images, on détaille correctement, on fait des zooms, on se rend compte que l'objet se dissipe à l'horizon et quand on a l'impression qu'il descend derrière la vague, c'est toujours une histoire de perspective, puisque ce qu'on voit devant le plan est plus gros que ce qui est en arrière-plan. Donc ça viendra masquer suivant les conditions. Maintenant, on peut parler d'une réfraction. Moi, je ne vais jamais parler d'une réfraction qui passe des distances comme 300 ou 400 mètres d'une réfraction. La réfraction, ça ne va pas. Déjà, elles vont pas être aussi énormes, elles vont être plus minimes. Leur réfraction, si elle était si importante que ce qu'ils disent, puisqu'ils disent qu'on va pouvoir voir les objets cachés derrière la courbure par un effet de réfraction qui est une projection de l'image à l'intérieur des couches atmosphériques qui va se plier et s'avancer justement à la ligne d'horizon. C'est ça où ça ne va jamais jouer. On ne voit jamais leur réfraction qui s'étend au-delà dans le ciel, où on verrait des immeubles bien plus élevés que ce qu'ils n'y paraissent. La réfraction dont ils nous parlent, elle correspond toujours à la hauteur où ils sont depuis derrière la courbure jusqu'à le nivellement à l'horizon. Ça sera toujours une réfraction comme par hasard qui correspond à la distance entre la courbure et la ligne d'horizon pour l'observateur. Voilà, en gros, et là on ne voit pas de courbure sur la droite et la gauche. Ça, c'est une monocellulaire, un organisme monocellulaire. C'est déjà des organismes qui sont très compliqués. On nous parle que les premières formes de vie, comme ces micro-organismes, étaient simples, mais par rapport, bien entendu, à une créature complètement de chair et d'os, une créature bien plus compliquée, évidemment, que si on compare un ensemble de milliers de cellules unies pour créer une créature par rapport à une petite microcellule, évidemment qu'il y a une différence de complexité. Donc tout est relatif, on va pouvoir dire que c'est simple. Mais dans l'esprit du public, dire qu'un organisme microcellulaire est simple, ce n'est pas la réalité parce que c'est des machines déjà très compliquées. Ce sont des machines qui sont complètement insérées dans leur milieu. Un organisme microcellulaire,
On nous dit qu'il a évolué à partir de l'eau, une soupe primordiale qui aurait eu au tout début, il y a environ 4 milliards d'années sur la Terre, après s'être composé d'un ensemble de cailloux. Il a commencé à y avoir des gaz et une sorte de météo avec de l'eau qui se crée à la surface de la Terre, et puis avec un ensemble de phénomènes plus ou moins électriques, la vie aurait apparu d'un seul coup. La vie, l'organisme le plus simple qu'on peut avoir, c'est ce genre d'organisme microcellulaire qui est déjà très compliqué. On ne va pas en plus pouvoir faire développer, comme ils essayent de faire en laboratoire, ces c'est des composés cellulaires de cet micro-organisme, parce que pour que les différents parties s'unissent, il faut qu'on soit protégé de l'eau. Donc l'eau est le plus mauvais élément pour avoir une composition d'un organisme microcellulaire. Il a une membrane, cet organisme microcellulaire ici, qui le protège de l'environnement. Et même s'il est fait par une grande partie en eau, il n'y a pas un contact direct. Si je casse la membrane ici, l'eau qui va s'introduire, déjà elle ne sera pas aussi adaptée que toute la partie à l'intérieur de la cellule, mais en plus ça va décomposer les différents éléments. Donc l'eau, c'est vraiment pas le bon endroit pour avoir un développement d'organismes soi-disant très simples, basiques, mais qui n'ont rien de basique et qui sont plus compliqués qu'un ordinateur. La problématique, c'est que ça ne va pas du tout dans le modèle de l'évolution. On va même retrouver cette notion de création à travers l'eau dans les anciennes cultures de Babylone. Qu'est-ce qu'on est sûr? On est sûr que le micro-organisme existe bien. Ce qu'on n'est pas sûr, je ne vois pas ce qu'on n'est pas sûr avec l'organisme microcellulaire. Enfin, cette photo-là, on peut être sûr aussi que c'est du vrai. On est encore dans des tailles qui s'adaptent à l'œil humain. On n'est pas dans des tailles atomiques où chaque fois que l'on voit une représentation d'un atome, c'est vraiment très schématique. Quand on a des représentations à macro-échelle, c'est aussi des dessins, des représentations. L'ADN, c'est pareil. Par contre, là, pour cette cellule, commence à avoir une taille qui correspond à quelque chose par rapport à la taille humaine. Organisme microcellulaire. Ça rentre dans des thèmes très importants de l'histoire de la Terre. Ok. L'horloge. Je sais pas si elle sonne exactement. Bon. Ça, je l'avais déjà montré. Bon, c'est la différence de conception par rapport aux années 60 et 2019. Quand même, le monde, il a bien changé. Ils ont replacé la télévision pour faire un spectacle, en fait. L'émission lunaire pour faire un spectacle à la télévision, pour motiver les gens à acheter une télévision. Dans les années 60, il n'y avait pas grand chose quand même, c'était le début de la société de consommation. Quand on sortait un produit comme ça, il y a tout le monde, il voulait avoir une vague d'achat pour commencer d'un seul coup cette nouvelle façon d'appréhender les choses à travers un écran de télévision.
Ça a lieu donc dans les années 60. Imaginez le spectacle, vous allez pouvoir voir l'alunissage par les astronautes américains en direct sur votre télévision. Il faut imaginer la personne qui n'a pas de télévision, comme il se sent dépassé par les événements. Il va se retrouver dans la nuit alors que la majeure partie des gens qui auront acheté une télévision, ils seront éclairés par l'écran noir et blanc de la télévision avec des images en direct, soi-disant, d'un alunissage par la mission Apollo. Alors, ça motivait l'achat des télévisions dans les années 69, 2019, voilà, c'est des grands écrans. Et puis, c'est la personne en bas, en fait, ça n'a pas changé, même si la tenue vestimentaire, la façon de vivre n'est plus la même, c'est toujours la télévision que les gens croient. Il suffit qu'il voie sur son écran en plasma avec le logo CNN pour que ça devienne crédible. Et encore, parce que quand il y a eu l'opération extraterrestre il y a environ 8-9 mois, où il y a eu les vaisseaux extraterrestres, dont un qui était à la forme d'un tic-tac. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça avait passé, il y avait eu une conférence de presse des agents de la CIA qui nous ont dit qu'ils avaient décelé un ensemble d'ovnis. Et durant le week-end, il y a eu 4 ou 5 annonces, dont un qui a été touché, c'était le Tic Tac, qui a été embarqué par l'armée américaine. On ne sait pas où il a passé à ce jour. Alors, on a vu donc un vaisseau spatial extraterrestre annoncé par le FBI en direct sur CNN. On avait même des photos du vaisseau extraterrestre, puis maintenant plus aucune phrase là-dessus. Ça a duré un week-end entier. Ensuite, ils n'en ont plus parlé. Les gens sont retournés à leur vie. Bon, on pourra revenir sur ce phénomène qui a eu lieu il y a 8 mois. La problématique de l'image, c'est que qu'importe la façon dont ils vivaient dans les années 60 ou maintenant, la problématique, c'est qu'ils prennent toujours la télévision pour acquis. Qu'est-ce qu'on est sûr? On est sûr qu'avec la télévision, on va pouvoir faire tout le nombre de trucages que l'on veut. On est sûr que ce qui sort d'un écran, c'est pas directement d'un autre œil. Il y a eu un passage parmi, qu'importe les forces qui passent, au montage, à la diffusion. Ces gens-là, elles contrôlent à un moment donné l'image du point d'émission jusqu'à la rétine de l'humain. Ah ouais, ça sonne. Ok. Donc là, maintenant, je sais pas combien d'images j'ai fait. J'ai fait une image, 2, 3, 4. Il en reste une. Ok. Ça, c'est un cratère de la Lune. Prise depuis, je pense, depuis, ouais, de toute façon, ça sera depuis la NASA, une des quelconques missions. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'intérieur de ces photos, quand on dispose, ça a vraiment l'air de ressembler
à ce qu'on peut voir sur les photos prises depuis la Terre quand on zoome pour avoir des cratères. On semble bien que c'est bien la façon dont on voit le sol lunaire, c'est celui-là. Les photos, on peut très bien truquer, ça c'est donc l'image, c'est ce qu'on revoit, c'est un cratère. La problématique de l'image, c'est qu'on ne sait pas exactement, on n'a pas assez de données pour savoir si c'est une réalité d'une photo prise à longue distance ou si c'est simplement de la Terre ou n'importe quelle matière qu'on aurait agrandi, par exemple, avec une photo macro et qu'on ferait passer après pour la Lune. Donc la problématique, c'est que on voit cette photo, ça a l'air de ressembler à ce qu'on voit de nous-mêmes avec nos propres yeux depuis le sol, mais on n'en est vraiment pas sûr. Voilà, c'est pas cette photo qui a assez d'authenticité pour être prise en compte. De toute façon, on n'apprend pas grand-chose sur cette photo, à part qu'on pourrait voir que là, ça fait plutôt ça remonte, plutôt c'est des monts plutôt que des crevasses. C'est l'impression que j'ai. Normalement, on nous parle de cratères, mais moi, quand je regarde ça, on dirait que c'est plutôt, ça monte plutôt que ça descendrait par le trou d'un cratère. Ensuite, ces trous de cratères, ils sont toujours en ligne droite. Là, ici, justement, c'est bizarre qu'ils sont inclinés. Cette photo, elle est vraiment bizarre par rapport à une qu'on va vraiment être sûr que c'est une vraie. Non, les cratères, ils sont toujours à 90 degrés entre le sol et puis le ciel. Comme on voit, ils nous font paraître dans les films à Hollywood, c'est des astéroïdes qui fracassent la Terre. Ils viennent par la droite ou par la gauche, mais on voit jamais dans ces représentations un astéroïde qui frappe la Terre directement à midi, quoi, en ligne droite, 90, à 90 degrés d'angle par rapport au sol pour que le cratère soit et la forme traditionnelle, quoi, qu'on va dire. Ce n'est pas, il n'y a pas de traînée à droite ou à gauche. Il est tombé directement comme ça, comme un objet qu'on lâcherait au sol. Et ensuite, il a passé où dans leur histoire? Il est reparti dans l'autre sens. Il a rebondi. Donc ça correspond pas à une arrivée aléatoire d'astéroïdes qui fracasseraient la Lune pour avoir tous ces ensembles de blessures. La raison, ça ne sera pas ce qu'il nous raconte. Et le plus grand argument qu'on a contre ça, c'est cette arrivée. Quand on observe le sol lunaire, tous les cratères sont dirigés vers le haut. Il n'y a pas de traînée à droite ou à gauche avec à cause qu'il aurait dérapé sur le sol avant de s'écraser au sol complètement à l'immobile. Ok. Ok, on est bon. Alors on a 5 minutes.
problématique des cratères lunaires. Les cratères lunaires arrivent à 90 degrés. C'est l'observation qu'on a directement avec les télescopes de la Terre. Il n'y a pas besoin d'avoir la le fabricant là, moi je le trouve, lui, de toute façon, ça va. Il cherche juste à pouvoir s'en sortir. S'il écoute les tailles, je vais m'en sortir mieux. Alors la vérité, vous savez, ça peut pas m'intéresser. On a 5 images à faire. 5 minutes par image. Ok. Tout a l'air bon. On peut passer à ces images. Là. Non. Voilà. Prochaine image. Bon, ça on l'a déjà vu. Ok. Cinq minutes pour décrire l'image. En gros, décrire l'image problématique, ce qu'on est sûr, ce qu'on n'est pas sûr, quel est le lien avec la Terre plate. On décrit l'image, c'est un tableau noir avec un ensemble de formules. On voit sur la droite la formule E égale mc carré ici. C'est la formule vedette, c'est la formule qu'on va repérer, elle n'est pas mise ici par hasard. D'ailleurs, tout ce qui représente là sur ce tableau, ça m'a l'air d'être une mise en scène pour faire la photo.
selon moi. Il n'y a pas assez de gommage. Il y a, c'est tout donné d'un trait direct. Ça m'a l'air d'être un peu pas un vrai tableau noir d'une université. Ça a été fait pour la photo, mais bon, ça c'est moi qui dis. Les autres formules, je vois à peu près euh, de quoi il s'agit. Hein. C'est des représentations de tableaux avec on va former un ensemble de points. Ensuite, ça va donner des courbes. On a bien sûr l'axe Y, l'axe X. Avec les coordonnées, on va trouver des points qu'ensuite on va pouvoir relier. Ces ensembles de points, ils vont être le résultat d'un calcul. On va faire une itinérance, on va passer en revue l'ensemble des chiffres dans une fourchette donnée. Et ça va nous donner, grâce à ces calculs, des résultats de points. Donc ça, c'est une façon graphique, visuelle, de voir les effets sur une courbe d'un calcul. E égale mc carré, c'est ce qui vient de Einstein. Donc là, on pourra dire que c'est la grande problématique, c'est que ce n'est que des calculs. Là-dessus, je reviens sur le calcul de la Flat Earth Society sur le bord du monde qui est, selon eux, infini. Ils n'ont jamais vu ce bord du monde, mais comme dans leur modèle il existe, ils ont déjà trouvé les calculs basés en gros sur la gravité de Einstein. J'ai pas été voir plus loin, mais disons que le calcul existe et ce calcul va permettre d'expliquer dans des chiffres l'infinité selon eux du monde, mais qui n'existe pas du tout par les religions, on le sait. Je le sais par la religion, je ne vais pas dépenser de l'argent pour atteindre un objectif que je sais qui n'existe pas. La problématique, c'est qu'il y a un endoctrinement qui va se faire à l'intérieur des universités parce que la personne, elle va avoir des années d'études et lors de sa quatrième année, 6 mois avant d'obtenir le diplôme après ses examens ou son doctorat, ses papiers qu'elle doit faire pour obtenir la reconnaissance, le diplôme, elle ne va pas remettre en question 3 ans et demi d'études, par exemple, les 6 derniers mois. Donc elle va se tenir à carreau. S'ils découvrent quelque chose qui les agace, qui ne vont pas dans leur sens, ils vont faire ce qu'on leur dit. Ils répondent simplement aux questions que le professeur donne. Et si vous ne donnez pas la réponse que le professeur attend, vous êtes recalé. On a donc un endoctrinement qui se fait par ce biais-là, où les personnes, pour finir, pour obtenir le job, passent au-delà de ce que eux ressentent comme étant faux. Et ils savent tellement que agir servira à rien qu'ils essayent même pas de réfléchir à ça. Ils font avec du mieux qu'ils peuvent. Donc plein de calculs, et pour justifier leur vision du monde. Et comme toi, tu n'as pas suivi tous ces calculs-là, ils te disent que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Encore une carte, comme hier, du jeu New World Order, sorti dans les années 90. Il y a des grands éléments historiques, internationaux, qui sont représentés sur l'ensemble de ces cartes. Ici, c'est la carte du Messie.
c'est marqué joue cette carte à n'importe quand, excepté durant une attaque. Le lien est à toute personnalité qui te contrôle. Ça lie ça à toute personnalité qui te contrôle. Cette personne est outlet as by millions worldwide. Highlight, je ne sais pas ce que ça veut dire, comme le Messie par des millions de personnes worldwide. Le nouveau pouvoir du Messie, c'est marqué, est la résistance. Sont les deux, augmente les deux par 4, plus 2 fois pour chaque église, tu, tu contrôles à chaque instant. Church, you control at any given time. Seulement un Messie peut être dans le jeu à ce temps-là. Il n'y a qu'un seul Messie dans le jeu à tel moment. Voilà. Donc là, il faut contrôler les églises. Le Messie, il va jamais parler du prophète Mohammed. Il va pas parler des prophètes avant lui. Le Messie, il faut pas lui parler. Il est capable de vous sortir des théories dont vous n'avez pas les connaissances assez grandes pour vous remarquer que ce qu'il raconte, c'est faux. La problématique du Messie, c'est que de toute façon, un peuple ne peut pas vivre sans religion. Ça, au pouvoir, ils le savent. Donc, leur envie, c'est de fabriquer une religion qui sera le haut de la pyramide et qui devrait satisfaire tous les divers courants religieux à travers le monde, et puis ça serait devenu l'église mondialiste, on va dire. L'église, voilà, enfin une église, ça contentera tout le monde, donc ça s'appellera, je pense, une sorte de temple. Ça, c'est un plan qui est mis en place normalement avec le projet Bluebeam, et puis les apparitions dans le ciel. Quelle est la technologie qu'ils ont actuellement? Est-ce qu'ils ont un soleil comme la Chine a prétendu qu'elle pouvait dégager des milliers de degrés grâce à un soleil artificiel? On avait vu les images. Il semblerait que de telles opérations ont aussi été réalisées par la Russie et que dans les années 60, 70, il faudrait creuser encore plus cet indice. C'est ce que j'ai entendu dire, et qu'ils auraient éclairé depuis la Russie jusqu'à la France. Et donc ça serait une nouvelle façon de dégager de l'énergie. On peut s'imaginer une sorte d'énergie solaire. Il semblerait que les services du futur proposeraient un éclairage personnalisé depuis le ciel. Donc si vous voulez avoir votre villa et votre jardin éclairé de 2 heures du matin à 3 heures du matin, tel ou tel jour, ce service sera donné. Donc les voisins ne seront pas éclairés, votre maison sera éclairée, c'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. La problématique, c'est que tout le monde va s'intéresser, on va facilement comprendre au Messie. Il y aura certainement, comme j'imagine, des lives le proposant ces déplacements. C'est un élément de toute manière qui est prévu dans l'ensemble des régions monothéistes et même attendu par nos ennemis, si on veut, par ceux qui ne sont pas croyants. Capricorn One, c'est le titre d'un film
C'est un film qui est sorti dans les années 70, film américain qui se passe dans le désert. La trame de l'histoire, c'est que ça représente, euh, c'est une bonne façon de voir comment on truque une conquête spatiale, une prise de territoire, comme l'Amérique a posé son drapeau sur la Lune. Dans ce film, c'est pas les missions lunaires qui sont prises en compte, c'est la mission sur Mars qui est une mise en scène. Et on voit à un moment donné les divers astronautes qui sont mis au courant, qui vont devoir participer à une mise en scène. Évidemment, ils n'ont pas envie de mentir au monde entier sur des activités sur Mars qui ne seraient qu'une pure invention, des activités qu'ils n'ont jamais réellement faites. Ils sont donc menacés. Et après, il y a toute une trame avec la personne qui essaye de fuir. Elle est rattrapée, elle est traquée. Euh, il est seul contre tout le monde. Le monde entier pense qu'ils ont été sur Mars, mais en fait, ils n'ont pas été. Voilà, c'est une façon. C'est bien de transposer ça avec les missions d'Apollo lunaire, parce que quand on voit la tête de Buzz Aldrin, d'Armstrong, une fois qu'ils sont revenus de leur soi-disant expédition lunaire, il faut voir les interviews qu'ils ont, la tête qu'ils ont, on ne peut pas dénigrer que ce n'est pas du tout des têtes de personnes qui ont réalisé une prouesse dans l'histoire de l'humanité. On peut donner l'exemple des personnes qui gagnent la Coupe du Monde. Vous allez voir comme ils sont contents. Ce qu'ils auraient fait, ces astronautes, c'est bien plus grand que n'importe quelle Coupe du Monde dans l'histoire de l'humanité. Et ces personnes n'ont même pratiquement donné aucune interview après leur retour, ont tiré la gueule et puis se sont saoulés la tronche. C'est ce qui est bel et bien arrivé avec ces astronautes qui ne sont pas revenus victorieux. Voilà, donc c'est vraiment très très louche de ne pas avoir donné d'interview. On aurait envie de se montrer, on serait représentatif de l'accomplissement d'une nation, ce qui n'avait jamais été réalisé dans l'histoire de l'humanité selon leur histoire à eux auparavant, c'est-à-dire que nous avons des milliers, des centaines et des centaines de générations qui précèdent ce moment-là, et il n'y a personne qui a réussi. C'était seulement des rêves de l'humanité, et les Américains réussissent, mais c'est un événement que s'il était réel, ça aurait pris une toute autre proportion que ce que ça a réellement pris. On voit que plein de monde sont au courant que c'est pas vrai, et l'enthousiasme est freiné dans cet élément-là. On est sûr que Capricorn One, c'est un film des années 70. On peut avoir le film dans les vidéos, c'est les anciennes vidéos sur la chaîne YouTube. Il y a le film dans son intégralité. Vous pouvez aller le voir. Euh, voilà. Le lien avec la Terre plate, il est évident, c'est par rapport au trucage qu'on peut faire dans tout ce qui est la conquête spatiale, mais pas que. Ça veut dire que on va pouvoir facilement prouver qu'il n'y a pas eu un alunissage de la part des Américains. Ensuite, la personne va commencer à comprendre à qui elle a affaire avec l'armée américaine, la NASA. Capricorn One a un bon film. C'est une représentation de la Terre, une représentation comme ils ont envie
qu'elle se fasse. On peut voir que donc c'est comme un ballon. Il y a la moitié du ballon qui est éclairé, la moitié de la Terre qui est éclairée. On va donc avoir depuis l'extrémité droite à l'extrémité gauche ici la moitié de la Terre. On voit qu'une seule partie, quand on regarde ce qui est apparent sur l'image, on voit qu'il n'y a qu'une seule terre, c'est on voit l'Amérique, voilà. L'Amérique, c'est ce qu'on voit sur cette représentation soi-disant avec une terre en entière dans l'espace. Et là, donc ça, c'est l'Amérique du Sud. Mais regardez la grandeur de l'Amérique par rapport au reste, euh, soi-disant, du territoire, avec de l'eau qui l'entoure. Ça ferait la moitié de la Terre où il n'y aurait rien du tout. Et toute l'autre partie de la Terre, elle se trouve de l'autre côté, sur l'autre face. L'Amérique, c'est une face de la pièce et le monde, c'est la deuxième face de la pièce. C'est exactement le message que je comprends quand je vois cette image. On voit jamais les étoiles. On va vous dire que on voit pas d'étoiles dans la partie sombre parce que comme la Terre, elle est tellement éclairée avec l'exposition, ça va obscurcir une partie. C'est pas vraiment faux, mais aujourd'hui, avec les technologies modernes, vous faites facilement un montage avec 3 photos prises directement l'une après l'autre à une vitesse, à des vitesses de dixièmes de seconde. Vous allez pouvoir prendre différentes, c'est-à-dire que ça sera c'est bon, comment on appelle ça maintenant, je me rappelle plus là, pour la mise au point, l'équaliseur de, enfin bon, pour l'éclairage. C'est pas compliqué comme terme, mais je me rappelle plus là. L'exposition, voilà. L'exposition de l'image. Purée, là, ça m'a fait foutre les boules parce que je me rappelais plus ce mot exposition. On peut prendre des photos de plusieurs expositions différentes et puis ensuite les stacker. On les met les unes par-dessus les autres et on prend à chacune de ces images la partie la mieux exposée et on fait une image avec 3 images. On enlève dans chacune des images les parties les moins exposées. Ce qui fait, c'est qu'on obtient une image avec les trois meilleures expositions différentes. Et là, on est sûr qu'on aura donc une Terre bien définie et un ciel étoilé bien défini. Ce genre de photo n'apparaît jamais. On n'a pas une représentation cohérente, quelque chose de réaliste de la Terre depuis les années 70. Donc si vous regardez la première image de la mission Apollo, qui est une image, c'est la Blue Marble, cette image a été truquée. On a des déchets qui sont revenus à la surface d'images à l'intérieur de la fusée. Comment ces photos ont été prises. Bart Siprist, voilà, pour lui, c'est le spécialiste des trucages lunaires, des voyages lunaires. Cette photo qui a été diffusée à travers le monde, la Blue Marble, la première soi-disant photo de la Terre dans son intégralité dans l'espace est une photo qui n'est pas une réalité, c'est du trucage. Souvent dans ces photos, on va même pouvoir voir qu'il y a des copier-coller dans les nuages si on regarde bien. On n'a qu'un continent ici, ça c'est la grande problématique, ça ne correspond absolument pas à la réalité. Quand on regarde l'image correctement, on voit aussi
Ça ne sonne pas du tout vrai. Pas du tout. Ça sonne l'image de synthèse. Ok. Ici, c'est en français. Ils ont découvert des soi-disant vagues gravitationnelles à des millions, peut-être milliards de kilomètres de distance. Mais il n'y a aucun instrument qui mesure la rotation de la Terre. Yeah, d'accord. Ouais, ça c'est juste. Ils peuvent détecter des mini-micro secousses, mais un déplacement à 1000 km/h à l'équateur euh, d'un corps céleste, ils n'arrivent rien à détecter. Il n'y a aucune expérimentation qui va permettre de détecter que la Terre est en mouvement. Et donc ça ne correspond pas du tout à ce qu'on appelle la science. Donc toujours qu'on va pouvoir démontrer, prouver. Là, on a simplement une personne qui fait une conjoncture, qui nous dit que la Terre tourne parce que ça joue avec ses calculs, et on lui demande, c'est bien joli ton histoire, tes calculs, ok, mais ce qu'on aimerait, c'est une preuve. Tes calculs, ils expliquent le mouvement, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est savoir si ton mouvement, il existe réellement. Voilà. Et donc, depuis des dizaines et des dizaines d'années, ils cherchent à prouver qu'il y a une rotation de la Terre. On pourra voir les expériences qui ont été réalisées dans le 19e siècle, qui devaient être des expériences pour valider le mouvement de la Terre, mais aucune expérience euh, n'a jamais prouvé que la Terre bougeait. Par contre, ces expériences ont prouvé que la Terre ne bougeait pas. Mais comme ça n'était pas le résultat qu'ils attendaient, on n'en entend pas parler. Décrire l'image, c'est la même image qu'on avait tout à l'heure en plus, avec une image CGI selon ma part, un peu de CGI. La Terre comme elle est ici, c'est vraiment trop bizarre, trop bizarre. La problématique, c'est qu'ils ont toujours ce qu'on ne peut pas vérifier par nous-mêmes, ça marche super bien. Donc là, c'est donc des vagues gravitationnelles à des millions, des milliards de kilomètres de distance qu'ils arrivent à les détecter. Ça marche super bien. Mais quand on commence à vouloir chercher par nous-mêmes pour connaître les tenants et aboutissements de la déclaration qui nous est faite, comme par exemple que la Terre tourne à 1000 km/h, quand on va chercher nous-mêmes, on se retrouve toujours devant un endroit plein de cadavres. C'est un endroit où c'est que là on peut plus avancer. On se retrouve en face de la mafia. Soit tu parles comme nous, soit on va te faire taire. T'as été trop loin. Aucune représentation de la Terre parce que c'est leur preuve pour les globistes, la principale preuve pour le public qui ne connaît même pas son modèle. La principale preuve pour eux, ce sont les images de la NASA. Mais il y a des objectifs fisheye lens sur ces images de la NASA. Et il y a un conditionnement. Donc tu t'attends à essayer de voir quelque chose. Mais si tu prends le temps de vérifier exactement ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu vois, il faut le tester et tu verras que les résultats, ça ne donne pas un globe. Pour maintenir un globe, il faut fermer les yeux sur plein d'éléments. Des éléments qu'il n'y a pas besoin de fermer les yeux quand on prend le modèle platiste. C'est des exagérations de ce qu'ils sont capables de faire. Ils nous font
croire qu'ils vont tellement loin que quand tu reviens au début, ils disent mais ça c'est le début, on a quitté le début il y a déjà un demi-siècle, un siècle qu'on a quitté le début. Toi tu viens au début euh, et tout ce qu'on a, et tout ce que j'ai construit après, toutes les données, toute cette vision de la cosmologie que j'ai donnée après, qui a été enseignée après, selon toi, elle est fausse. Alors là, tu arrives puis tu dis, je dis pas que tout est faux, mais 90% c'est faux. Ça, c'est la chambre. Description de l'image. Chambre à vide. C'est la plus grande chambre à vide. On vide l'air. C'est la NASA qui a ça. On peut voir ici l'épaisseur du mur. L'épaisseur du mur ici, c'est bien plus de 2 mètres. Ensuite, on a une partie avec de l'espace. Là, on va encore parler d'une environ 2-3 mètres qui le séparent. Et ensuite, là, on a encore ça va faire moins environ 1 mètre de métal. Ensuite, on ferme toute cette chambre. On extrait l'air pour faire une chambre vide. Une chambre vide où normalement on devrait pouvoir faire des tests, des habits, de l'équipement spatial des astronautes. On devrait avoir des images à l'intérieur de ces chambres vides avec des astronautes qui testent les équipements, les combinaisons spatiales. Ces images-là, on ne les a pas. La seule image de personne qui teste son équipement dans une chambre à vide date des années 60. Et ces images-là se finissent dramatiquement puisque la personne a failli y rester. C'est trop dangereux d'aller dans une chambre à vide. Surtout, voilà, donc il n'y a personne qui va dans une chambre à vide. Exactement la même chose qu'il n'y a personne qui va dans l'espace. C'est sinon des... Ce sont des personnes, des masochistes, des personnes qui aiment souffrir. La problématique avec cette image, c'est qu'on voit que pour faire une chambre vide qui est pas comparable au vide qui est déclaré de l'espace, il faut une épaisseur d'environ, dans la totalité, d'environ 6 mètres d'épaisseur avec du métal, du béton, pour, pour qu'on arrive à faire une bonne qualité de vide d'air. Mais les vaisseaux spatiaux, quant à eux, qui font face à une pression, une différence de pression plus grande encore que ce qu'on va pouvoir avoir avec cette chambre à vide, ces murs-là de ces engins spatiaux, ils font pas plus que 20 cm, 30 cm. Alors que il faudrait, pour que ça tienne le coup, il n'y a pas d'effondrement. Ici, ça demande 5-6 mètres. Donc il y a quelque chose qui est vraiment problématique. Ce qu'on est sûr, c'est que des chambres à vide existent sur Terre. Ce qu'on est sûr, c'est qu'on n'a jamais vu d'entraînement à l'intérieur. Ce qu'on n'est pas sûr, c'est le niveau atteint par ces chambres à vide, je dirais. Est-ce que c'est une réalité ce qu'ils arrivent à enlever d'air? C'est proche du zéro. Qu'est-ce qui se passe si ça atteint le zéro? C'est la NASA qui détient ce bâtiment.
Ok. 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 Je sais pas s'il va passer ou passe par là. Ok, je m'amène. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus d'électricité. Ah, fond. Il n'y a plus d'électricité. Bon, guys. C'est bien joli tout ça, mais il faut de l'électricité. Et puis celle-là, elle a passé où? Ok. Voilà, quand même. On voit quelque chose. On a fait l'ensemble de ces images. C'était pas mal. Le concept de l'émission il est terminé. 5-10 images, la Terre est plate. Normalement là je réponds aux questions. Si j'ai fait des erreurs, parce que c'est toujours tout le monde fait des erreurs, hein. Ce que je donne c'est les grandes lignes. Et à fur et à mesure de travailler les grandes lignes, on commence à travailler les détails même sans s'en rendre compte. Ben, en travaillant déjà les grandes lignes et en plaçant les poteaux au bon endroit, on avance sur le bon chemin. Normalement, on se retrouve demain ou après-demain. On continue ces images, on débroussaille tout ça. Ensuite, on va essayer de trouver des ingénieurs dans la région, des personnes qui veulent parler un peu pour les points délicats, les points où en allant sur Internet, ça demande trop de périodes d'investissement pour que ça soit valable, de faire des recherches nous-mêmes. Donc on envoie, on demande à un ingénieur, il faut aller à l'université, je peux faire des lives comme ça d'IRL directement à l'université s'il y a besoin. Voilà, c'est donc c'est donc YouTube, c'est la Terre plate sur YouTube. On se retrouve bientôt. Ciao.